En mars 1945, des garçons de 12 ans faisaient la queue dans le jardin de la chancellerie du Reich pour serrer la main d'Hitler. 6 semaines plus tard, la plupart d'entre eux étaient morts. Mais pas sous les balles russes. Ils avaient été tués par ceux-là même qui venaient de leur épingler des médailles sur la poitrine. Voici la raison la plus sombre pour laquelle des enfants soldats allemands ont été fusillés. Et le pire, ce n'est pas celui qui a appuyé sur la gâchette. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à la machine des jeunesses hitlériennes. En 1939, en faire partie n'était pas un choix, c'était la loi. Tout garçon allemand entre 10 et 18 ans devait s'y inscrire, et si ses parents tentaient de le cacher, il risquait la prison. En 1940, l'organisation comptait plus de 8 millions de membres. Ce n'était pas une association de loisirs, c'était une génération entière enfermée dans un même uniforme. Mais ce n'était pas une vague imitation du scoutisme. L'entraînement était brutal et méthodique. Les garçons apprenaient la lecture de cartes, le tir, le combat au corps à corps et comment lancer de vraies grenades. On les sortait de l'école pendant des semaines pour creuser des tranchées et s'exercer au fusil. À 14 ans, la plupart savaient démonter et recharger un carabinaire 98 les yeux fermés. Et tout ça fonctionnait comme un pipeline. On en sortait pour entrer directement dans la Wehrmacht, la SS ou le service du travail du Reich. L'État préparait ses enfants à mourir depuis qu'ils savaient lire. La propagande, elle, ne s'arrêtait jamais. Des chansons sur la mort glorieuse, des affiches de héros adolescents, des films montrant des garçons se jetant sous des chars pour le furet. Ces enfants avaient passé plus d'une décennie à baigner dans une vision du monde où mourir jeune n'était pas une tragédie, c'était le but. En 1944, le régime était enfin prêt à encaisser la mise. Tout ce conditionnement connut son premier vrai baptême du feu en Normandie. En juin 1944, la 12e division SS Panzer Hitlerjugend entra en combat pour la première fois. L'unité était composée presque exclusivement d'adolescents, environ 2540 hommes, placés sous le commandement d'officiers aguerris du front de l'Est. Dans le premier bataillon, 65% des soldats avaient moins de 18 ans. Seulement 3% en avaient plus de 25. Et ils étaient terrifiants. Non pas parce qu'ils étaient particulièrement habiles, terrifiants parce qu'ils ne lâchaient pas. On les avait élevés dans la conviction que se rendre était la honte suprême et que mourir pour le furet était le plus grand honneur qu'un Allemand puisse mériter. Alors, ils se battaient comme des bêtes acculées. Mais ce même fanatisme engendra très vite quelque chose de bien plus sombre. Entre le 7 et le 17 juin 1944, des soldats de la 12e SS Hitlerjugend assassinèrent environ 156 prisonniers de guerre canadiens. À l'abbaye d'Ardennes, près de Caen, 20 prisonniers canadiens furent conduits par petits groupes dans le jardin de l'abbaye et abattus d'une balle dans la nuque. Leur commandant, le SS Standartenführer Kurt Meyer, aurait ordonné à ses hommes de ne faire aucun prisonnier en représailles aux bombardements alliés. Meyer fut retrouvé après la guerre et condamné pour crime de guerre en décembre 1945. C'est là que le cycle des ténèbres s'enclenche vraiment. Dès que les soldats canadiens et britanniques comprirent ce que ces adolescents faisaient, les gants tombèrent. Les soldats alliés se mirent à traiter tout garçon en uniforme allemand comme un criminel de guerre en puissance impossible de savoir lequel allait vous tirer dessus dans votre sommeil. Un commandant canadien de rang inférieur alla jusqu'à émettre un ordre de refus de prisonniers allemands en représailles. La hiérarchie l'annula, mais le message avait déjà circulé dans les rangs. À la fin de la campagne de Normandie, la 12e SS était passée de plus de 20 000 hommes à environ 12 000. Elle sortit de la poche de falaise avec 60% de ses chars en moins. Les garçons qui avaient été la crème de l'endoctrinement nazi reçurent leur première vraie leçon sur ce pourquoi leur formation les avait vraiment préparés. Les choses empirèrent encore en octobre 1944, quand Hitler signa le décret du Volkssturm. Le 18 octobre 1944, alors que les Alliés se rapprochaient de tous côtés, Heinrich Himmler annonça à la radio la création du Volkssturm. Hitler en avait discrètement signé le décret secret le 25 septembre.
La traduction approximative, la tempête du peuple. Sur le papier, c'était une milice destinée aux hommes de 16 à 60 ans. Dans les faits, c'était un habillage légal pour envoyer les enfants au-devant des chars. Au début de 1945, la limite d'âge n'était plus qu'une plaisanterie. Les garçons nés en 1928, soit des 14 et 15 ans, étaient directement conscrits hors des jeunesses hitlériennes pour rejoindre des unités anti-chars. Selon l'historien Christian Hardinghaus, le régime utilisait même des adolescents de 14 ans comme bouche-trous et chair à canon. Dans les dernières semaines de la guerre uniquement, plus de 60 000 enfants soldats furent tués. La situation matérielle tenait du cauchemar. En septembre 1944, l'armée allemande avait déjà signalé des pénuries de 700 000 fusils et 50 000 mitrailleuses. Les unités du Volkssturm se voyaient remettre des fusils tchèques de récupération, des pistolets mitrailleurs polonais, voire des mitrailleuses MG0U datant de la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de véritable uniforme, juste un brassard. La propagande de Goebbels les montrait défilant avec de vraies armes. Mais ce que les actualités cinématographiques ne montraient pas, c'est ceci. Après les défilés, les fusils retournaient directement à l'armurerie. La seule arme qu'ils reçurent en quantité massive, c'était le Panzerfaust, un lanceur anti-char à usage unique, sans rechargement possible, avec une portée efficace d'environ 30 mètres. Pour l'utiliser correctement, un gamin de 14 ans devait se glisser assez près d'un char soviétique 34 pour voir la boue sur ses chenilles, puis se lever, viser et prier pour que l'engin ne lui explose pas au visage. La plupart n'avaient qu'une seule chance. S'il touchait, il courait. S'il ratait, il mourait. Dans les deux cas, le régime savait que la plupart ne rentreraient jamais. La photographie la plus troublante de toute la guerre fut prise le 19 mars 1945. Ce matin-là, 20 membres des jeunesses hitlériennes furent conduits dans le jardin de la chancellerie du Reich à Berlin. Ils venaient tous de recevoir la croix de fer de Deusklas pour bravoure au combat. Le ministère de la propagande de Joseph Goebbels avait orchestré chaque détail. Des uniformes neufs, une douche chaude, un solide petit déjeuner avec du vin de table. On leur fit même visiter Berlin en autocar. Tout cela était conçu pour produire un dernier film d'actualité censé galvaniser un pays qui était déjà perdu. Le plus jeune de la rangée s'appelait Alfred Czech. Il avait 12 ans. Il avait obtenu sa croix de fer en utilisant la charrette de ferme de son père pour secourir 12 soldats allemands blessés sous le feu de l'artillerie russe en effectuant 2 allers-retours dans la zone de mort. À ses côtés se tenait Wilhelm Hübner, un agent de liaison de 16 ans originaire de l'Auban. Hübner avait reçu sa croix de fer des mains de Goebbels lui-même, sur la place de l'Auban, seulement 10 jours plus tôt, le 9 mars 1945, entouré de chars russes calcinés. Les images étaient censées prouver que même des enfants pouvaient renverser le cours de la guerre. Ils ne le pouvaient pas. Puis Hitler remonta du bunker pour les rencontrer. Ce fut sa dernière apparition publique, jamais filmée. Il avança lentement le long de la rangée, tapotant des joues, serrant des mains, marmonnant des félicitations. Est supérieur à, est supérieur à, raclement de gorge. Est supérieur à, est supérieur à, sa main gauche tremblait dans son dos. Sa moustache était grise. Sa posture s'était tassée, comme celle d'un homme 2 fois son âge. Il regarda Alfred Czech et lui demanda s'il avait eu peur en allant secourir les soldats. Alfred répondit « Non, mon Führer ». Hitler dit « Continuez ainsi ». C'était toute la conversation avec le garçon qu'il s'apprêtait à envoyer mourir. Les caméras s'arrêtèrent. Les garçons furent photographiés pour les actualités et les magazines. La machine à propagande de Goebbels diffusa les images la semaine même, et elles tournèrent dans les cinémas allemands pendant près de 2 semaines, jusqu'à ce que les cinémas eux-mêmes soient détruits par les bombardements. Puis les garçons récupérèrent leur Panzerfaust et furent renvoyés directement au front. La plupart étaient morts dans les 30 jours qui suivirent. Et cela nous amène directement dans le broyeur de Berlin. Quand l'assaut soviétique sur Berlin débuta le 16 avril 1945, la défense de la ville n'était plus qu'un patchwork en décomposition. Les défenseurs comptaient environ 45 000 soldats réguliers, quelques 40 000 hommes du Volkssturm, des unités de police
et des formations des jeunesses hitlériennes. Un bataillon des jeunesses hitlériennes, engagé dans la bataille, avait une moyenne d'âge de 14 ans. Arthur Axmann, le chef des jeunesses hitlériennes, proposa personnellement ces garçons de 15 ans au général Helmuth Weidling, commandant du 56 Panzerkorps. Weidling explosa à l'idée d'envoyer des adolescents de 15 ans dans ce broyeur. Il donna même l'ordre de dissoudre les formations de combat des jeunesses hitlériennes. Mais dans le chaos des derniers jours, cet ordre ne fut jamais exécuté. Les garçons armés de Panzerfaust restèrent postés au pont, au carrefour et dans les gares du S-Bahn à travers toute la ville. L'artillerie soviétique tira près de 2 millions d'obus lors de l'assaut final. Des blocs entiers disparurent. Les garçons au carrefour disparurent avec eux. Selon History Hit, de toute la brigade de combat des jeunesses hitlériennes engagées à Berlin, seuls 2 auraient survécu. Mais ce que les films de propagande ne montraient pas, c'est ceci. Le même régime qui avait remis leur Panzerfaust à ces garçons avait aussi positionné des pelotons d'exécution derrière eux pour s'assurer qu'ils ne fuient pas. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains de ces enfants tenaient leur poste quand toute survie était impossible, la réponse est simple. Fuir était plus mortel que se battre. Ce qui nous amène à l'une des pires inventions de toute cette guerre, les cours martiales volantes. En mars 1945, l'État nazi, obnubilé par le défaitisme, créa ce qu'on appelait le Fliegende Standgericht, le tribunal volant. Hitler en autorisa la mise en place par décret du Führer le 9 mars 1945. Chaque unité se composait de 3 juges qui débarquaient au front, expédiaient le procès en moins d'1 heure et exécutaient le verdict sur place. Aucun appel, aucun droit de grâce, aucun témoin requis. Ces tribunaux répondaient au Feldjägerkorps, une force de police militaire d'élite créée en 1944 à partir d'officiers et de sous-officiers aguerris. Ils avaient le pouvoir d'arrêter et d'exécuter quiconque dans la Wehrmacht ou la SS pour désertion, défaitisme ou ce qu'ils appelaient manquement au devoir. En pratique, cela signifiait qu'ils pouvaient abattre n'importe qui incapable de justifier sa présence à un endroit donné par des ordres écrits. Des milliers de soldats et de civils furent tués par ces tribunaux volants dans les derniers mois de la guerre. Le chiffre exact est inconnu car le régime brûla les archives avant de se rendre. Mais des documents judiciaires attestent de condamnations à mort pour des motifs comme propos désobligeants envers un supérieur, prononcés contre un soldat du Volkssturm le 28 mars 1945. Un caporal adolescent fut exécuté pour désertion le 8 avril 1945. Un lieutenant fut exécuté pour insubordination le 20 avril 1945, 10 jours avant qu'Hitler ne retourne lui-même son arme contre lui. Les procès duraient quelques minutes. Les exécutions étaient immédiates. Et dans bien des cas, les accusés étaient plus jeunes que les fusils qu'on leur avait attribués. Mais les choses prirent encore une tournure plus sombre dans les rues de Berlin. Dans les 2 dernières semaines d'avril 1945, la SS et le Feldjägerkorps pendaient des enfants au réverbère à travers toute la ville. Des témoins décrivirent des écriteaux attachés autour du cou des garçons. On pouvait y lire des choses comme « Je suis un lâche » ou « Je voulais livrer le Reich allemand au communisme ». Le but était autant l'humiliation publique que la punition. Un jeune Berlinois nommé Werner Eckert se souvint avoir été forcé d'écrire lui-même l'un de ces panneaux pour un soldat qui avait tenté de se rendre. Un autre survivant, un membre de la Luftwaffe de 19 ans, nommé Ernst Klein, le dit sans détour. Déserter n'était pas une option, c'était la peine de mort. Un autre habitant de Berlin, traversant une forêt en périphérie, décrivit des dizaines de soldats et de civils allemands pendus aux arbres, exécutés par des tribunaux SS itinérants. Sa propre mère était parmi eux. Le schéma était toujours le même. Un garçon retirait son uniforme et se glissait dans une cave avec des civils. Quelqu'un le dénonçait. La SS l'en extrayait, jetait une corde sur le réverbère le plus proche et le hissait, tandis que ses voisins étaient forcés de regarder. Le but était la dissuasion. Il voulait que le prochain garçon qui pensait à fuir y réfléchisse à 2 fois. Même les drapeaux blancs étaient une condamnation à mort. Les Berlinois qui accrochaient des draps blancs ou des tissus rouges à leurs fenêtres pour se rendre tranquillement aux Russes étaient traînés dehors et abattus ou pendus.
Werner Ecker se souvint d'avoir vu cela se produire dans sa propre rue. Pourtant, rien de tout cela n'explique encore pourquoi les choses en étaient réellement arrivées là. Fin avril 1945, Hitler, Goebbels, Bormann et le reste de l'état-major savaient déjà que la guerre était perdue. Des capsules de cyanure circulaient à l'intérieur du Führerbunker. Magda Goebbels se préparait à empoisonner ses 6 enfants, ce qu'elle fit le 1er mai 1945. Les dirigeants chorégraphiaient leur propre mort à la minute près. Mais chaque jour que Berlin tenait, c'était une journée de plus pour négocier, planifier des fuites ou achever les rituels de leur propre autodestruction. Alors, ils se servirent des garçons comme stratégie de temporisation. Chaque Panzerfaust, tiré par un adolescent de 14 ans, achetait quelques minutes de survie aux hommes du bunker. Chaque bataillon de jeunesse hitlérienne qui mourait à un pont gagnait 1 heure de plus. Les dirigeants connaissaient le calcul. Ils préféraient simplement que les enfants meurent en premier. Voici donc la raison la plus sombre pour laquelle des enfants soldats allemands ont été tués. Ce n'est pas qu'ils l'ont été par les Russes. Ce n'est même pas qu'ils ont été abattus en tentant de se rendre. La raison la plus sombre, c'est qu'ils ont été tués par les 2 camps en même temps, dans une guerre que les hommes qui donnaient les ordres avaient déjà perdue dans leur propre esprit. Les Soviétiques les abattaient parce qu'ils tiraient des Panzerfaust sur des 34. La SS les abattait parce qu'ils avaient arrêté de tirer. La seule sortie du système, c'était la mort, et le régime s'en était absolument assuré. Pour aggraver encore les choses, les parents qui tentaient de cacher leur fils subissaient le même sort. Des témoins à Berlin se souviennent de la SS qui frappait aux portes dans les dernières semaines, réclamant des adolescents et abattant les parents qui refusaient de les livrer. Un Berlinois qui avait environ 10 ans en 1945 se souvint plus tard avoir vu des hommes de la SS débarquer chez ses camarades pour emmener les garçons. Les garçons ne revinrent jamais. La frontière entre civils et combattants avait été effacée. Un garçon de 15 ans en 1945 n'était pas un enfant aux yeux du régime. C'était de la matière première pour la conscription. Quiconque tentait de le protéger devenait automatiquement un traître. Il existe un cas documenté dans le village de Grünstadt où des officiers locaux du Volkssturm abattirent un aviateur américain prisonnier derrière la gare. L'exécution fut observée de loin par un adolescent de 15 ans nommé Arthur Mora et ses amis. Après la guerre, le témoignage de Mora contribua à faire condamner les tueurs. Mais ce que cette histoire occulte, c'est qu'Arthur lui-même était déjà considéré comme un soldat à 15 ans. Il avait été enregistré. On lui avait remis une arme. La frontière entre l'enfant et le combattant s'était effondrée dans tout le pays. Et le traumatisme de ces dernières semaines hanta les survivants pendant des décennies. La plupart des anciens enfants soldats refusèrent de parler de ce qu'ils avaient vécu avant d'avoir 80 ou 90 ans. L'historien allemand Christian Hardinghaus passa des années à les retrouver pour un livre publié en 2021, intitulé « Die verdammte Génération, la génération maudite ». Les témoignages qu'il recueillit décrivaient des garçons qui avaient regardé leurs camarades se faire pendre à des réverbères pour avoir tenté de fuir. Des garçons qui avaient tué des soldats soviétiques à bout, portant avec des lanceurs jetables. Des garçons qui avaient vu leur commandant se tirer une balle plutôt que d'être capturés. Des garçons qui n'avaient survécu que parce qu'ils avaient perdu connaissance suite à une hémorragie et avaient été confondus avec des morts. Le chiffre officiel est de 60 000 enfants soldats tués dans les dernières semaines de la guerre. Mais les témoignages des survivants racontent le reste de l'histoire. Beaucoup de ces hommes n'eurent jamais d'enfants. Beaucoup ne purent plus dormir sans cauchemar jusqu'à la fin de leur vie. On les avait élevés au sein d'une secte de la mort qui avait retourné ses armes contre eux au moment où ils avaient tenté d'en sortir. Ce qui nous ramène aux garçons de la photographie. Des 20 garçons qui serrèrent la main d'Hitler le 19 mars 1945, seule une poignée, sont connus pour avoir survécu à la guerre. Alfred Czech, le garçon de 12 ans au premier rang, fut capturé par les forces soviétiques et maintenu en camp de travail jusqu'en 1947. À son retour, la plupart de ceux qu'il avait connus étaient morts ou disparus. Wilhelm Hübner, l'agent de liaison de 16 ans originaire de l'Auban, survécut lui aussi. Capturé par les Russes, envoyé dans un camp de prisonniers, il rentra finalement chez lui vivant. Il donna des interviews plus tard dans sa vie, décrivant la qualité onirique
de se faire tapoter la joue par un homme dont il entendait la voix à la radio depuis ses 8 ans. La plupart des autres garçons de cette rangée ne rentrèrent jamais. Leurs noms ne furent jamais inscrits dans les archives de la propagande. Leurs corps furent enterrés dans des fosses communes à Berlin, sur les hauteurs de Seelof et dans des forêts aux abords de la ville. On leur avait promis un Reich de 1000 ans. Ils eurent 6 semaines. Mais la leçon enfouie dans tout cela est plus simple que la plupart ne veulent bien l'admettre. Tout mouvement autoritaire finit par manquer d'adultes prêts à mourir pour lui. Quand ce moment arrive, le mouvement se retourne contre ses propres enfants. Le régime nazi ne s'est pas retrouvé par accident à utiliser des gamins de 12 ans comme soldats anti-chars en 1945. Il avait construit cette filière depuis 1933. Les jeunesses hitlériennes n'étaient pas vraiment un programme de jeunesse. C'était un pipeline de recrutement de 12 ans qui débouchait sur un poste de Panzerfaust devant la chancellerie du Reich. Et les hommes qui avaient conçu ce pipeline savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas surpris quand les garçons commençaient à mourir. Ils n'étaient surpris que lorsque certains tentaient de fuir. C'est alors que le réverbère se dressait. C'est alors que les tribunaux volants se mettaient en route. C'est alors que les enfants élevés pour mourir pour le Führer découvraient que le Führer les ferait aussi tuer pour avoir tenté de vivre. Alors, quand on vous demande pourquoi des enfants soldats allemands ont été fusillés en 1945, la réponse n'a rien à voir avec une défense désespérée ou une nécessité militaire. La réponse, c'est qu'ils avaient été transformés en actifs jetables dès le moment où ils étaient entrés dans le système. Le régime qui les avait construits ne pouvait survivre sans les consumer. Ce n'étaient pas des soldats, c'était une monnaie d'échange. Et dans les dernières semaines du Reich, les dirigeants dépensèrent jusqu'au dernier centime. La plupart de ces enfants n'eurent jamais de tombe à leur nom. Ils furent enrôlés, équipés d'armes jetables et utilisés comme rideaux humains pour retarder la fin. Si cette histoire a changé votre regard sur ces dernières semaines de guerre, abonnez-vous.